Euh, Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, chers amis, on m'a proposé de vous parler du rôle des Nations Unies au Rwanda depuis 1948 à nos jours. Et en scrutant un peu le sujet, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas depuis trop loin pour pouvoir dire quelque chose encore vraiment de fort aujourd'hui? Et est-ce qu'il ne faut pas qu'on se concentre plutôt à la situation depuis 90 jusqu'à aujourd'hui? Et puis je me suis dit, il faudrait peut-être que le sujet, je l'oriente dans ce sens-là. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, le rôle des Nations Unies, ce n'est pas depuis seulement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au Rwanda, c'est déjà depuis la Société des Nations. Et puis là, j'ai vu tout le rôle justement qui a été joué par les Nations Unies, la Société des Nations à l'époque, et les Nations Unies depuis 1945. Et puis après, surtout, depuis 90-94, avec la Minoire, 93 avec la Minoire, etc., etc. Et je me suis rendu compte que la plupart des problèmes encore non résolus entre Rwandais et du rôle des Nations Unies se situent vraiment après 1919, avec le traité de Versailles de 1919 et la Société des Nations qui ont donné mandat à la Belgique. C'est la Belgique qui a un mandat de tutelle, non, un mandat international, donc sur le Rwanda au Burundi, on disait à cette époque-là. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies cette fois-ci donnent un mandat de tutelle à la même Belgique. Et voilà, donc on ne pouvait pas parler du rôle des Nations Unies sans parler du rôle de la Société des Nations, du rôle de la Belgique. Et puis après, je me suis dit, il est important. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que ce ne serait pas mieux plutôt de parler du rôle de la Belgique depuis à aujourd'hui? J'ai trouvé que c'était très compliqué, c'est très complexe, ça demande un thème en soi, parce que la Belgique a œuvré au Rwanda en dehors même de ce statut, je dirais, de mandataire de la Société des Nations. Donc je pense qu'il faudra un jour qu'on parle du rôle de la Belgique en parallèle ou en profondeur avec le Rwanda depuis cette époque-là. Donc, je vais essayer de parler de la Société des Nations Unies jusqu'à la Révolution de 1959. Et je continuerai après 93 avec la Minoire, la Minoire 2, avec Turquoise, avec le TPIR, avec le Mapping Report, etc., etc. Mais je suis sûr que comme on vous a parlé donc du programme du jour, ces sujets-là, je vais juste prendre vraiment les points saillants parce que mes collègues qui vont parler des autres, de ces objets précis, ils vont pouvoir s'étendre par rapport à ces questions-là. Mais surtout, le plus intéressant, c'est l'échange qu'on aura sur cette question, donc du rôle des Nations Unies jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que nous retirons de tout ça, donc de cet échange? J'attends beaucoup de de votre retour. Sans plus tarder, donc, et si je vous disais que, en fait, le Rwanda n'était pas destiné à être une colonie belge,
et que la Belgique n'était pas du tout intéressée à avoir comme colonie le Rwanda au Burundi après 1919, vous allez me dire, mais vous vous trompez et vous mentez. Mais pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. C'est vrai parce que la Belgique, quand c'était la Première Guerre mondiale, donc qui était au Congo, bien sûr, et à l'est, il y avait le Royaume-Uni, hein, et il y avait l'Allemagne. L'Allemagne vaincue, en fait, la Belgique, elle a lutté contre l'Allemagne pour pouvoir aussi protéger le Congo à cette époque. Et puis à la fin, il fallait bien donc quel était le sort depuis que donc toutes les possessions allemandes coloniales donc lui sont retirées. C'est comme ça que la Belgique a hérité du Rwanda au Burundi. Mais pour la Belgique, c'était plutôt un gage. C'était un gage, ce n'était pas d'avoir la colonie Rwanda au Burundi. C'était un gage pour pouvoir l'échanger contre, vous voyez, le fleuve Congo à l'embouchure. Hein, il y a une enclave portugaise. Hein, c'est cette enclave qui l'intéressait. Donc, penser qu'ils allaient faire des compensations entre la Grande-Bretagne, le Portugal et la Belgique, pour que la Belgique ait cette partie d'estuaire-là qui est de l'Angola, Cabinda, etc. C'était ça qui intéressait la Belgique. Et puis, malgré tout, donc, ça n'a pas joué, le Portugal n'a pas accepté, et c'est ainsi que la Belgique a hérité du Rwanda. Voilà, donc voilà l'histoire, voilà des petites choses qu'on découvre petit à petit et qu'on vient de dire. Mais dans tout ça, ce qui ressort, hein, c'est un système, donc finalement, la Société des Nations consacre un aspect qui est très important. C'est un système qu'on dit, le mandat, la colonisation, c'est un système qu'on applique à des peuples incapables de se gérer eux-mêmes. Voilà, donc on affirme que ces peuples sont incapables de se diriger eux-mêmes. C'est ça la colonisation, c'est ça. Voilà l'image, voilà le mandat de tutelle, la vision de la Société des Nations, c'est ça. On ignore, ces peuples n'existent pas. On dit qu'ils sont incapables de se diriger. Et ils ont, dans le deuxième temps, ils ont un mandat, une mission sacrée de civilisation. Voilà. C'est l'oubli total de ce que sont ces peuples, l'oubli total de ce que ces peuples-là ont essayé de s'organiser politiquement et gèrent leurs problèmes déjà. Il y a donc un mépris de cette part, et j'ai envie de dire, il y a un racisme de départ dans l'esprit et dans la manière de faire de la Société des Nations dans ce système colonial. La Société des Nations donc donne mandat à la Belgique de pouvoir administrer le Rwanda. Donc ça veut dire qu'il lui donne les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs, et ce qui va se passer, ça veut dire que le roi, le Moami à cette époque, il va exercer le pouvoir politique sous la direction du résident auquel il doit obéissance et fidélité.
Dans sa lettre du 27 décembre 1918, le Mwami Musinga prête allégeance aux résidents dans ces termes. Tout de suite, j'écris que moi, Aimé Batouare, nous voulons et nous aimons le Boulamatari. Ça voulait dire le roi, c'était le roi Albert Ier. J'ai une grande confiance dans les Belges et je veux qu'il reste. Moi et les miens, nous l'aimons pour sa justice et nous ne voulons personne d'autre que le Boulamatari. Voilà l'allégeance qui fonde le mandat. Donc, c'est la soumission et l'allégeance qui est comme la condition de maintien du Mwami comme autorité coutumière du Rwanda. Voilà, c'est toute l'administration donc va se faire dans cet esprit-là. Les Mwami, sous allégeance, va essayer de garder, d'élargir sa marge de manœuvre, mais pour lui, pour tout seul, et pour ses proches, pour pouvoir, pour qu'il puisse y rester quelque part, qu'il reste une autorité politique légitime, mais il est vraiment sous allégeance. Et ce qui se passe, c'est tout de suite, la première décision du résident, c'est de la destruction et des fondements symboliques et du pouvoir absolu du Mwami. Première chose, interdiction et retrait du droit de vie et de mort, parce que c'est le roi, c'est seul le roi qui avait le droit de vie et de mort sur ces sujets, mais on le lui retire. La nomination des chefs doit se faire avec l'autorisation du résident. Donc si le résident n'est pas d'accord, ça ne joue pas. Et aussi dans le système politique, ce qui est le plus important, c'est l'interdiction, donc c'est la suppression du système qu'on avait au Rwanda, qu'on disait des 3 chefs. Le Rwanda, il y avait le Mwami, puis au-dessus de lui, il y avait vraiment, sur l'ensemble du territoire, le cabinet restreint, comme je dirais. Il y avait le roi des terres, le roi des pâturages, non, le chef des pâturages, le chef des terres et le chef des armées. C'est vraiment, le chef des terres, c'était presque en totalité, tout le temps, c'était un Hutu. Celui des pâturages, c'était un Tutsi. Et celui des armées, qui faisait la coordination de tous, il procédait directement du Mwami, parce que le Mwami, on disait que lui, il n'a pas d'ethnie, une fois donc il est devenu... etc. Et donc, c'est cet équilibre qui est rompu. Et qui est rompu, et on nomme les chefs et les sous-chefs. Et ce qui fait que... et à cette époque-là, à ce moment-là, le roi Musinga et ses proches disent, bon, il réserve tous les postes de chefferie et de sous-chefferie au seul Tutsi. Et voilà cet équilibre qui était un peu complexe de ce qu'on appelle le système monarchique de l'époque. Il est rompu et les relents, je veux dire, les relents un peu donc d'exclusion qui deviendront d'exclusion ethnique à cette époque-là, donc commence. Donc le Hutu, le Tutsi s'installe comme une ethnie en tant que telle, vraiment est affirmée dans les rouages du système politique. Alors qu'avant, ce n'était pas tellement ça au niveau du fonctionnement de la monarchie et du système politique. Et on était beaucoup plus cette filiation
au niveau des lignages, plutôt, où Hutu et Tutsi et toi pouvaient se rencontrer. On interdit au roi donc de retirer des terres à ces sujets. C'était vraiment un de ses attributs. Et donc cette destruction, de fondement du pouvoir absolu et du Mohammed qui prend le reste de pouvoir pour lui et pour ses proches sujets Batutsi et qui crée vraiment cette exclusion. Deuxième élément de l'administration belge, c'est donc la destitution de Musinga le 12 novembre 1931. Donc, au fur et à mesure que malgré l'allégeance, etc., malgré l'appui, finalement aussi du clergé, c'était Monseigneur Place qui a essayé de théoriser pourquoi en fait seuls le chef Tutsi et le sous-chef Tutsi doivent accéder au système de gestion politique à cette époque-là. Donc, mais malgré tout ça, Musinga n'arrive pas à trop digérer ça, mais surtout, c'est l'aspect de vouloir, on lui retire le pouvoir, je dirais, religieux, hein, quand on dit, quand on veut imposer, je dirais, d'autres religions, et que lui, il avait refusé de se faire baptiser. Et donc, il est destitué. Et donc, on va alors il est destitué par l'administration belge, et on nomme, donc finalement c'est le premier coup d'État, non, pas le premier coup d'État, il y avait eu un autre coup d'État, mais on en parlera, le coup d'État d'Ortonchou, mais là c'est le coup d'État contre Musinga, justement, où c'est le résident et le Monseigneur Place qui intronise Rudahigwa. Voilà, donc c'est ça. Donc après le coup d'État, vous voyez, donc c'est le deuxième coup d'État, celui contre Musinga. On a vu qui fait suite au premier coup d'État de Ruchonshu. Alors on suivra toujours, on ira de coup d'État en coup d'État, parce qu'il y aura le coup d'État après, c'est le coup d'État de Nyanza, de Nima, hein, le coup d'État, donc, qui instaure Kigeri. Après, il y aura le coup d'État de Gitarama, hein, en 61. Après, il y aura le coup d'État de juillet 73. Après, il y aura le coup d'État du 19 juillet 1994 avec Kagame. Voilà, donc on instaure vraiment, on instaure aujourd'hui, depuis un siècle, on a instauré un système où la gouvernance elle est gérée par des coups d'État, donc par des ruptures à chaque moment des institutions et des procédures qui pouvaient amener une certaine stabilité. On désacralise donc la fonction royale et avec le symbole suprême, comme je vous ai dit, de désacraliser l'église, donc l'église de Nyanza en 1935, hein, il a été construite sur l'ancienne résidence du Moami qui venait d'être déchue et déportée à Moba. Donc, on l'a construit sur Koutigabilo. C'est vraiment... C'est le fondement même de dire de la désacralisation, de dire c'est fini maintenant.
l'Église, aujourd'hui, ce n'est plus celle du Mohammed, c'est l'Église chrétienne. Donc, le choix du nouveau roi Rudahigwa par l'administration belge, donc comme je vous ai dit, qui a été entériné par Monseigneur Place, et comme je vous ai dit, mais le nom de Moutara, c'est Monseigneur Place qui le donne. Voilà. Donc après et puis l'autre aspect qu'on voit dans ce système donc du mandat belge, donc c'est la fin des Avirous. Donc le système politique, des Avirous et tout le système monarchique, il est détruit. Et c'est l'institution de ce qu'on a appelé le Conseil du pays, le Conseil du roi, et fin du pouvoir de la reine de la reine mère. Surtout donc le Conseil du roi, on va installer des Tutsis qui sont favorables à la Belgique, qui seraient sortis tout droit de l'école pour fils de chef qui était à Nyanza. S'ensuit ce qu'on a appelé le christianisme, la christianisation massive. Et donc, avec le règne de Rudahigwa, c'est ça. C'est enfin le principe politique qui voulait que la religion du prince soit la religion de tout le monde, ou vice-versa, est consacrée. Comme il est chrétien, tout le monde est chrétien, et c'était un adage qui date déjà du XVIIe siècle, qu'on disait « cuius regio, eius religio ». C'est cette unité religieuse et politique qui est réalisée. On voit donc, on assiste à cette réorganisation, comme je vous ai dit, du Rwanda au niveau territorial, et c'est des sous-chefferies qui sont des chefferies et des sous-chefferies qui sont installées. Voilà le mandat de la Société des Nations. Ce qu'on peut un peu retirer, c'est ça. Donc, on a donné le plein pouvoir, et de ce plein pouvoir à la Belgique, sous supervision de la Société des Nations. C'est ça ce que ça a donné. Et il n'y a pas eu de remise en cause. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la même chose. Que se passe-t-il en fait, si on rappelle le contexte? En fait, la tutelle, ce n'est pas les droits de l'homme ou bien quelque chose de fondamental qui fait que on veut accéder à la fin des colonies. C'est que les États-Unis et l'Union soviétique, à l'époque, c'est les deux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'acceptent pas que ces puissances secondaires puissent accéder à ces colonies, à ce grand commerce, parce que finalement les colonies, c'est vraiment maintenant, c'est le grand bazar, c'est le grand bazar. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on veut instaurer la fin de la colonisation. Parce que ce n'est pas les droits de l'homme, vous savez, pour les États-Unis. Hein, c'est en 1954, vous vous rappelez que la première noire, hein, Elisabeth, donc, est acceptée, hein, mais très difficilement, à accéder à une école blanche, à Little Rock, 1954. Donc, les droits de l'homme des États-Unis, c'est pas ça qui intéresse. On voit après avec le mouvement civique des Black Panthers et l'assassinat de Luther King. Pour l'URSS, ce n'est pas non plus un exemple de démocratie. C'est le règne du parti unique, du parti unique communiste.
Donc, c'est les vainqueurs qui veulent une redistribution des cartes. Ils veulent le partage des colonies, mais ils ne veulent pas non plus perdre leur temps dans leur gestion parce qu'ils ont peu de connaissances de ces pays et ça les gênerait dans le contrôle des ressources. Ils perdraient du temps dans l'apprentissage. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est le contrôle des ressources, etc. Voilà. Quand on parle d'indépendance, quand on parle de la décolonisation, l'indépendance n'est pas dite en tant que telle. Quand on voit le statut des Nations Unies et le mandat de tutelle, de tutelle qui est à cette époque-là, on veut favoriser l'évolution, donc leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ces populations, de l'aspiration librement exprimée des populations intéressées, etc. Voilà, donc on entre dans un mandat de tutelle. En fait, pour la Belgique, rien ne change. Rien ne change. Et d'ailleurs, le mandat international, l'accord sur le mandat international qui avait eu lieu en 1924, il n'est pas abrogé par la Belgique. Et dans le même tutelle, dans le même mandat de tutelle, on accepte. C'est encore les pleins pouvoirs. C'est encore les pleins pouvoirs qui sont accordés, à la Belgique. Donc toutes les missions qui vont avoir lieu se feront sous les missions des Nations Unies qui vont se poursuivre de 1948 à 1957, sauf quelques petites critiques de temps en temps, mais l'ambiance règne entre l'ONU et la Belgique. Et certes, on parle d'évolution, de changement politique, etc., mais en gros, rien n'est contraignant. On laisse à la Belgique de pouvoir de continuer à gérer la situation donc, de la colonisation. Donc, il y a eu plusieurs missions de visite, celle de 1948, donc, qui remarque qu'il faudrait des changements politiques, un peu plus de démocratie, mais on ne remet pas en cause. La même visite de 1951, c'est la même chose. Il y a certaines encore des critiques. Donc, si vous posez des questions, je pourrais aller en détail par rapport à ça. L'autre mission de visite de 1954, c'est la même chose. Et on donne vraiment beaucoup d'espoir politique à la Belgique. C'est en ce moment-là, à la mission de 1954, qu'on commence à parler peut-être d'indépendance. Dans ce rapport de visite, il parle d'autonomie c'est en 1954, ce rapport-là. Donc ça veut dire, et pour vous dire, c'est juste une proposition dans un rapport, on pense que l'indépendance devrait avoir lieu de ces pays-là dans 20 ou 25 ans. Donc, dans le projet politique des Nations Unies, on voyait l'indépendance en 1974, 1979. Voilà. Et donc, la mission de 57 va être toujours dans le même sens. Dans le même sens, elle dit que la Belgique, elle sera toujours capable de donner des réponses appropriées à tout ce qui est l'évolution politique du Rwanda, etc. La dernière mission de 57, c'est ça. Et il dit, même les revendications qui commencent, il y a une élite Tutsi qui commence à poser des questions
contre la monarchie. Hein. Il y a une élite progressiste qui commence à dire mais cette monarchie, finalement, hein, ça ne vaut pas la peine. Et puis, il y a une élite Hutu qui commence aussi à parler des questions de justice sociale, etc. Et qui ne remet même pas en cause, la monarchie. Et donc, la mission de 57, c'est ça. Il était prévu une mission en 60, donc, mais là, les événements se précipitent. Entre la mission de 57 et celle de 1960. C'est là qu'il y a eu vraiment la grande précipitation des événements au Rwanda qui prennent tout le monde, de court. Je citerai quelques éléments clés. C'est que le 22 février 1957 sort un document qui s'appelle « Mise au point » du Conseil du pays, adressé à la mission de visite de l'ONU de 1957, qui exige une indépendance rapide et minimise l'importance du problème Hutu-Tutsi. Mise au point 1957, au mois de février. Un mois plus tard, c'est le manifeste dit des Bahutu, où note sur l'aspect social et du problème racial du Rwanda, qui est une réaction en fait contre le mise au point, qui est une attaque en règle contre le document mise au point et contre certains aspects du système féodal et de la suprématie des Tutsis. Au mois de novembre 1957, c'est la naissance d'Aprosoma Assavé, qui sera un parti politique en 1959. Et ce qui précipitera alors toute la radicalisation, c'est la lettre du 17 mai 1958 et celle du 18 mai 1958, donc le lendemain, de la lettre des 12 hauts dignitaires Bakuru et par 15 Banyarwanda présents à Nyanza qui disent que les Hutus, race inférieure, ne peuvent pas prétendre au pouvoir Hutu, au pouvoir. Hutu et Tutsi ne peuvent pas être des frères. Là, c'est vraiment des moments importants. Et 7 mois après, c'est la déclaration de Arua qui reconnaît officiellement l'essentiel des problèmes politiques au Rwanda. Après, il y a eu le mandement de Carême, où l'Église catholique prend option sur les aspects de justice sociale. Il y avait eu l'encyclique romaine parce qu'elle voulait être avec son temps sur les aspects de justice. Et c'est le mandat de Carême de Monseigneur Perdin et la création et puis c'est la mort à Bujumbura du Mohamed Rudahigwa et le coup d'état de Néma dont je vous ai parlé, et suivent la création des partis politiques, tous les partis politiques en ce moment-là. Et c'est la révolution, c'est ce qu'on appelle la révolution de 59, du 1er novembre 59, suite à l'attaque du sous-chef Mbonyumutwa Bimana. Et le Rwanda est placé sous régime militaire d'exception sous colonel le geste. Et après, c'est le coup d'État, justement, de Gitarama. Et on voit donc que la mission de visite de cette époque-là, il ne s'est pas rendu compte des changements, et on voit tous ces changements-là. En fait, j'y vais très rapidement. Quand on parle de révolution de 1959, ce n'est pas tant les troubles sociaux, de guerre civile en tant que telle, où on dit que c'est les Hutus qui gagnent ça, non, c'est pas vrai. Parce que dans la réalité même, les gens proches de l'UNAR, c'est eux qui avaient fait tout justement pour qu'il y ait ces insurrections et que l'élite Hutu puisse donc s'exposer et que alors ils puissent alors
la décimer, parce qu'ils étaient beaucoup plus forts militairement organisés. Donc la révolution, ce n'est pas tant ça, parce qu'on va d'ailleurs voir qu'au niveau des Nations Unies, quand on demande toutes ces questions du référendum du mois mi, de nouvelles élections législatives, etc. Donc, la révolution, l'UNAR a été la première à demander l'amnistie générale parce que dans les procès qui avaient eu lieu, il y avait beaucoup de chefs et de sous-chefs, plus que des Hutus, qui avaient été jugés donc de rébellion, etc. Donc, la révolution, c'est d'autant plus donc, un fait de transfert, d'institutionnalisation, en fait, du coup d'État de Gitarama. Et tout ce qui est demandé à Gitarama, dans lequel il faut dire que la Belgique a donné toute la logistique pour que le coup d'État puisse avoir lieu. Mais c'est vraiment davantage donc, que cette institutionnalisation, parce que toutes les autres organes législatifs ou communaux, etc., qui vont se faire par après, on va voir que tout le système de chefferie dont je vous ai dit de sous-chefferie qui était Tutsi à 100%, parce qu'il y a eu la révolution de 59, il y a des sous-chefs qui se sont enfuis et qui ne sont pas revenus dans leur chefferie ou sous-chefferie. Ils sont immédiatement changés par des Hutus. Et donc, tout le système se renverse au fur et à mesure. La législative, c'est la même chose. Les élections législatives qui devaient avoir lieu, évidemment, même si on n'a pas reconnu le coup d'État de Gitarama, mais les propagandistes, ceux qui étaient les maires, donc les bourgmestres, etc., ils sont restés en place de facto. Mais donc, c'est eux qui ont fait que, dans les élections qui ont eu lieu, le Parlement Hutu est devenu majoritaire dans toutes les institutions, suivi de l'UNAR et de la ProSoma et du RADER. Voilà. Donc, on voit donc que la tutelle belge, avec la supervision des Nations Unies, conduit à cet état-là de modifications à l'intérieur du Rwanda. Et donc l'indépendance est proclamée en 1962, celle qui était plus ou moins attendue en 1974. Dans tout ça, ce que la Belgique joue au-delà de ces changements, en fait, la Belgique, ce qui l'importait, elle, c'était la maîtrise du Congo. Donc la Belgique ne pouvait pas précipiter l'indépendance du Rwanda au Burundi. Ça aurait donné des idées aux Congolais, ça ne jouerait pas. Et donc la Belgique ne s'est jamais déterminée, en fait, de la date de l'accession à l'indépendance. Et d'ailleurs, les Nations Unies non plus. En fait, c'est vraiment tout ce mouvement qui se précipite au niveau interne, comme j'ai dit. Au niveau international, c'est le mouvement dit des non-alignés avec la conférence de Bandung en 1955 et la conférence du Caire en 1957, qui, eux, en fait, ont aidé cet éveil en disant il faut que les peuples se déterminent. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la démocratie, etc. Donc, ça a permis à la fois aux institutions internes, donc disons à l'UNA, a voulu plus aller dans l'indépendance, et au Parlement Hutu aller beaucoup plus dans la démocratisation. Et c'est ce jeu-là qui a été le plus fin à gérer, quoi de l'indépendance, quoi de la démocratie, qui a été déterminant au Rwanda. Donc, on est face à ça. C'est pas tant, c'est pas la volonté de vouloir donner l'indépendance, c'est comment on contrôle.
Et d'ailleurs, je me suis posé la question, si même on avait... est-ce que l'UNAR était capable d'arriver à un processus d'indépendance donc, vis-à-vis de la Belgique sans trop grandeur. Je ne suis pas très sûr que ça aurait été possible parce que, contrairement par exemple aussi qui est passé au Burundi, où l'UPRONA et le roi Rwagasore voulaient l'indépendance, mais eux, ils se sont aussi en même temps prononcés pour la justice sociale et ont associé dans leur processus de réclamer l'indépendance à des Tutsis et à des Hutus. Et c'est comme ça que le prince Rwagasore, malgré que la Belgique s'était opposée, a fait tout pour que les élections législatives ne soient pas gagnées par l'UPRONA, l'UPRONA les a gagnées parce qu'il y a eu cette rencontre entre des Hutus et des Tutsis par rapport à ça qui a eu cette intelligence. La même intelligence n'a pas eu du côté de l'UNAR où c'est vraiment des gens plus radicaux qui se sont montrés très, très agressifs et des partis très progressistes, Tutsis comme le RADER, qui voyait bien vraiment cet avenir. Il a été laminé. Et même l'UNAR, à la fin, s'est scindé en deux. Il y a eu un UNAR intérieur et un UNAR extérieur. Voilà. Voilà donc comment cette gestion du rôle des Nations Unies jusqu'en 1962, et je vais très rapidement. Maintenant, on est en 1990, c'est la guerre du Front patriotique au Rwanda contre le Rwanda en 90, et on est dans un processus de paix pour mettre en place les accords d'Arusha. Et les Nations Unies reviennent encore par rapport à ça. Ce que j'ai envie de dire très rapidement, c'est donc le rôle de la MINUAR de 1993 à nos jours, parce que d'autres vont en parler en profondeur après, mais on pourra y revenir dans nos discussions. Donc, de 1993 à nos jours, il y a eu la MINUAR. La MINUAR a été mise en place, donc c'est par les Nations Unies en octobre 1993. La MINUAR avait été et donc pressentie pour pouvoir permettre l'installation du gouvernement de transition et pouvoir assurer la sécurité justement dans ce processus de transition de 22 mois. Et donc c'est la MINUAR qui est installée. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi la MINUAR et pas une puissance comme la Belgique ou comme la France qui vont encore la Belgique, normalement, qui devrait assurer cette transition ou la France. En fait, l'idée de la MINUAR est antérieure à la signature des accords d'Arusha dans août 93. Vous vous rappelez, en juin 92, il y a eu une grande dans l'attaque, donc dans le processus l'attaque du FPR en juin 92, où le FPR a mené une offensive militaire avec plus de 10 000 hommes et bien équipés. Et ils ont avancé, et grâce à la France, qui a augmenté son potentiel militaire, on a pu arrêter l'avancée du FPR et il y a eu un accord de paix, de sécession, de cessez-le-feu. Mais avec la condition de se retirer au-delà de la frontière rwandaise n'a pas été émise. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris une petite partie, donc le FPR a pris une partie de Byumba. Et plus tard, en février 93, le 8 février 93, vous vous rappelez, il y a eu la grande offensive du FPR, la grande attaque, jusqu'à conduire jusqu'à 1 million
1 million de réfugiés à la porte de Kigali. Et là encore, la France est obligée de renforcer son potentiel militaire jusqu'à peu près 700 hommes. Voilà. Mais on arrive à arrêter le Front patriotique, qui était vraiment dans toute la zone qu'on a appelée la zone démilitarisée. La France, dans ça, elle joue un rôle qui est un peu particulier. C'est que, d'ailleurs, on pense que déjà en juin 1992, permettre au Front patriotique rwandais de garder une portion de Byumba, que la France était peut-être derrière pour imposer des négociations. Mais ce qui s'est passé en février, quand on a vu tout ce million, je me rappelle, j'étais à Kigali, j'ai rencontré l'ambassadeur Martre, et puis c'était à l'époque le ministre de la coopération venait d'arriver à Kigali, début mars. Et lui, en fait, il est venu négocier à Bialimana pour lui dire, écoutez, nous ne pouvons pas, au-delà de 700 hommes, on va être co-belligérants. Et la France ne peut pas assumer ce rôle-là. Donc la France veut se retirer. Et on voyait bien qu'il y avait la grande force aussi du FPR parce que, en fait, en ce moment-là, les Nations Unies, non, le Fonds monétaire international venait de donner un grand plan de démobilisation à l'Ouganda pour 50 000 hommes. C'est des millions de dollars qui sont déversés en Ouganda pour la démobilisation de 50 000 hommes. C'est pas vrai. C'est tous ces centaines de millions d'argent qui sont déversés au FPR, qui est bien équipé. Et donc, on voit qu'ils ont la force. Et donc, le Fonds monétaire, c'est les États-Unis, la Grande-Bretagne qui aident à ce renforcement du pouvoir militaire, de la capacité militaire des rebelles du FPR. Et c'est donc en début mars que le ministre de la Coopération vient dire à Bialimana, nous, c'est fini, on ne peut plus continuer comme ça, nous allons nous retirer. Et en contrepartie, il propose justement, après, en passant par Boutros Ghali, comment d'abord la force d'observation, la MINUOR, suivie par la MINUAR après. Et c'est comme ça que la MINUAR est arrivée au Rwanda. Et qu'une fois que la MINUAR est arrivée au Rwanda, la dernière phase, donc les 2500 étaient là, le 13 décembre, le 15 décembre, je ne me rappelle plus, je confonds toujours, parce que je me rappelle, il y a eu, en même temps que les derniers casques bleus arrivaient au Rwanda, les derniers Français partaient. Donc c'est fin décembre 1993. Et vous vous rappelez toute l'histoire de la mise en place du gouvernement de transition qui a été impossible, et puis et des hostilités qui étaient les grenades tout le temps, etc. La mort des responsables politiques comme Emmanuel Gapissi en 1993, après février de Boutiana et de Gatabazi. Et donc le pays, on est dans une possibilité de mise en place des gouvernements de transition, et la MINUAR menace de partir. Parce que le FPR, donc ils disent il n'y a pas le mouvement, il n'y a pas la transition, etc. Et voilà, on arrive à ça en 1994, la MINUAR menace de partir. Vers fin mars, le 30 mars, elle dit quand même qu'elle pourrait encore prolonger de 5 mois, mais c'est la menace de partir, et c'est ça le rôle, la menace de partir qui tout le temps finalement
les protagonistes de la paix voulaient le maintien, mais les antagonistes voulaient bien qu'il parte. La Minoire donc vient avec d'abord des compétences très limitées du chapitre 6 des Nations Unies. Et donc, c'est la Belgique, et c'est les États-Unis, il faudra toujours le dire. Le mandat qu'on voulait fort des Nations Unies, des casques bleus forts, de pouvoir vraiment assurer la sécurité, c'est les États-Unis qui demandent à ce que ce mandat soit allégé et qu'il faut toujours la part des deux parties, etc. Voilà. Et donc, tout met les choses en... On en arrive donc à ce que Habyalimana, qui part le 6 avril, qui est parti en Tanzanie, il rentre et à son retour, il est abattu au-dessus il est battu par le FPR, par le FPR au-dessus de sa résidence. Et commence justement tous les massacres qui vont dans la partie gouvernementale, le génocide de Tutsi, et dans la partie du FPR, le génocide de Hutu. Le génocide, en fait, est une affaire de contrôle territorial. Là où chacun des protagonistes a eu un contrôle de territoire, il a commis un génocide. Voilà. Et donc, la Minoire s'en va dans ce péril-là. Et on arrive à réduire de 2500 à 270 hommes. Et c'est la Belgique qui demande le retrait, en fait, de ces casques bleus qui formaient l'ossature. C'est M. Claes qui demande ça. Et il ment. Il dit, vous voyez d'ailleurs, nous nous retirons parce que les Ghanéens se sont retirés. Les Ghanéens formaient aussi la deuxième ossature. En termes de nombre, ils étaient 800. Donc ils ont dit, ah non, donc les Ghanéens partent 800, il faut que les 500, 600 Belges partent aussi. Et c'est comme ça que Claes, le 12 avril, demande le retrait des casques bleus. Et il est appuyé, bien sûr, par les États-Unis et donc. Et s'ensuivit ce que vous connaissez, donc le génocide. Mais la Minoire 2 vient parce qu'on se rend compte que tout de même, ces massacres sont tellement énormes, il faut une mission forte. Et la proposition de Minoire 2 est proposée fin avril pour déploiement normalement rapide. Maintenant, avec une mission beaucoup plus forte de 5000 hommes. Mais on attend. Qui veut aller, il y a juste à peu près 500 personnes qui sont prêtes à aller au Rwanda. Entre-temps, donc, c'est la France propose qu'en attendant les casques bleus de se déployer, c'est là qu'il propose le déploiement de la zone de turquoise. De turquoise. Turquoise donc vient avec un mandat comme celui de la Minoire 2, mais en attendant que la turquoise, donc la Minoire 2 arrive. Quand la Minoire 2 arrive, vous vous rappelez, c'était fin octobre, si je me rappelle. Non, c'est au mois d'août. En ce moment-là, l'opération turquoise, c'est fini. Et c'est la Minoire 2 qui s'installe. Et la Minoire 2 s'installe avec le nouveau pouvoir FPR. Et ce que j'ai envie de dire, c'est encore, Kibéo, une année après, donc en avril 1994, devant les yeux des casques bleus, qui avaient pourtant un mandat du chapitre 7, devant les casques bleus, le camp de Kibéo, il est détruit à l'arme lourde par le FPR sous le regard des casques bleus. Et voilà.
c'est ça le rôle des Nations Unies. Après, il y a eu le tribunal pénal international. Et vous avez vu qu'avec le tribunal pénal international, on a fait tout pour que le seul côté ancien gouvernemental, il a été le seul jugé. Et les États-Unis ont donné la garantie au FPR pour qu'il accepte le TPIR, le lui a garanti de ne pas être poursuivi. Voilà. L'impunité consacrée par la plus haute puissance. Et nous verrons par après aussi de 98 à 2003 les camps de réfugiés qui se dispersent, ou un génocide qui est dans le mapping report, celui-là, il est clair avec tout ce qu'il y a. Un génocide se perpètre sur les réfugiés au Congo, réfugiés Hutus, encore avec la complicité du système des Nations Unies. Voilà ce que j'ai envie ce que j'avais envie de vous dire pour qu'on retienne quoi? Que ce n'est pas à d'autres, fussent-ils généreux, mais ils ne l'ont jamais été, qu'il faut confier l'avenir de notre avenir, l'avenir du Rwanda. C'est à nous. Mais c'est aussi à nous, et de ces fautes que j'ai essayé de relever, c'est aussi à nous de comprendre que nous devons bâtir ensemble. Je suis sûr que avant la révolution de 59, si l'UNAR et le Parmi Hutu s'étaient mis ensemble, vraiment dit réglons nos problèmes ensemble et puis réclamons l'indépendance, nous n'en serions pas là. Et donc, nous sommes face à des intérêts sordides de puissance, où la peau ou la vie des Rwandais ne vaut pas un coup. Et donc, si on ne le pense pas vraiment, demain encore, nous allons dépérir. C'est ce que j'avais envie donc de voir. Un rôle des Nations Unies qui a été très négatif. Des Rwandais qui n'avons pas été à la hauteur des enjeux. Et devant ça, de dire voilà la perspective. Nous, il faut qu'on assume ce passé pour qu'il nous permette de construire un avenir possible et nécessaire et incontournable de l'ensemble des Rwandais. Et sur ce, je termine ma petite prestation. Je vous remercie. Est-ce que j'ai respecté le temps?